Penses-tu qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers? Les chances sont sûrement élevées, je vais t'expliquer pourquoi. Les gens demandent « As-tu trouvé de la vie ?» Non. C'est comme prendre une tasse d'eau de l'océan et dire « Il n'y a pas de baleine, tu vois ?» Voici mes données, tu vois, il te faut un récipient un peu plus grand. Et donc, si tu regardes, par exemple, ce qu'on appelle la bulle radio, c'est la sphère autour de la Terre, centrée sur la Terre, qui représente la distance maximale atteinte par nos signaux radio dans la galaxie. Et ils sont à environ 70 années-lumière d'ici. Nous émettons des signaux radio qui s'échappent involontairement dans l'espace depuis environ 70 ans, donc une sphère de 70 années-lumière de rayon. Eh bien, quelle est la taille de la galaxie? Si tu réduis cette sphère à la taille d'une bille, alors la galaxie, à cette échelle, serait de la taille de cette scène. Voilà jusqu'où nos signaux radio ont voyagé, et ce ne sont même pas ceux que nous avons envoyés intentionnellement, ceux-là ont parcouru encore moins de distance. Donc non, en réalité, nous n'avons pas encore exploré assez loin la galaxie pour affirmer qu'il n'existe aucune intelligence vivante. Voici quelques faits simples que je peux présenter en 90 secondes. Tu regardes la formation de la Terre et les premiers signes de vie fossile, tu soustrais quelques centaines de millions d'années au début de la Terre, quand la Terre était un véritable champ de tir. La Terre était encore en train de créer les matériaux de base du système solaire. C'était une période hostile à la chimie complexe pendant tout ce temps. Ce n'est pas juste de commencer le compte à rebours à ce moment-là. Attends quelques centaines de millions d'années, puis commence le compte à rebours et attends pour voir quand apparaissent les premiers signes de vie unicellulaire. Au plus 400 millions d'années, au maximum. La Terre a 4 milliards et demi d'années. Donc la Terre, sans aucune aide de notre part, avec des ingrédients de base que l'on trouve partout dans l'univers, a réussi à créer la vie, aussi simple soit-elle. Donc, une Terre, l'une des 8 planètes, il faut s'y faire. L'une d'entre elles, pardon. La Terre, une étoile ordinaire, pour suggérer, et quels sont les ingrédients de la vie? L'hydrogène est l'atome principal de votre corps, suivi de l'oxygène. Ensemble, ils forment surtout l'eau, en vous. Ensuite vient le carbone, puis l'azote, suivi d'autres éléments. Mon élément préféré, autre, oui. L'hydrogène est l'élément principal de l'univers. Ensuite, l'hélium est inerte, donc inutilisable. Ensuite, il y a le carbone. Je crois que j'ai oublié l'oxygène. Ensuite, il y a l'oxygène. Ensuite, l'azote, 1 pour 1. Nous ne sommes même pas faits d'eux. Des choses étranges. Les choses les plus courantes de l'univers se trouvent ici sur Terre et nous en sommes faits. Et le carbone, l'un des éléments les plus chimiquement fertiles, l'élément le plus chimiquement fertile du tableau périodique. Ce n'est pas surprenant que nous soyons à base de carbone. La vie est simplement l'expression extrême d'une chimie complexe. Voilà ce qu'est la vie, voilà ce qu'est la biologie. Le fait était que cela s'est produit relativement rapidement avec les ingrédients les plus courants de l'univers. Affirmer que la vie sur Terre est unique dans l'univers serait d'un égocentrisme inexcusable. L'univers est vaste dans le temps, l'espace et son contenu. Donc la bonne chose avec l'univers, c'est que des phénomènes extraordinairement rares se produisent chaque jour, quelque part dans l'univers. Et donc, aussi rare que nous puissions calculer que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître ici, cela reste possible. Vous multipliez les chiffres, les étoiles dans les galaxies de l'univers, ce sont des nombres incroyablement énormes. 10 à la puissance 21 étoiles, 1000 fois plus que le nombre de grains de sable sur une plage moyenne. 100 fois plus que le nombre de mots jamais prononcés ou énoncés par tous les humains ayant jamais vécu. Ce sont des chiffres incroyablement grands, stupéfiants, qui nous donnent la confiance que même si la vie intelligente n'est que de courte durée, il y en a forcément une quelque part, et que nous la contactons au bon moment, qu'ils sont heureux d'avoir une conversation avec nous si nous sommes assez intelligents pour avoir une conversation avec eux. Si les civilisations sont courantes, ou même relativement courantes, il devrait exister des civilisations plus avancées que nous. Pensez aux échelles de temps.
Notre civilisation a environ 40 000 ans. Je ne connais pas la durée exacte, mais la galaxie a environ 13 milliards d'années, comme l'univers. Donc, l'idée qu'il n'y ait pas eu de civilisations qui sont apparues, vous savez, il y a 100 millions d'années, 200 millions d'années, il y a 1 milliard d'années. Imaginez leur apparence si elles avaient survécu. Je veux dire, nous sommes là, nous avons la science depuis, disons, Newton ou Copernic. En seulement 500 ans, regardez ce que nous avons accompli. Dépasser le système solaire avec voyager, marcher sur la Lune et bientôt aller sur Mars. Je le pense aussi, nous sommes sur le point de commencer à coloniser notre propre système solaire. Donc, nous avons fait tout ça en 500 ans. Alors, imaginez dans 1 million d'années, n'est-ce pas, dans le futur. C'est l'un des arguments avancés pour affirmer l'absence de civilisation dans la galaxie, appelé paradoxe de Fermi. Si une civilisation avait 1 million d'années d'avance sur nous, sa présence serait déjà visible dans le ciel. Vous devriez les voir. Je veux dire, vous nous verrez. Si nous survivons 1 million d'années dans le futur, en fait même quelques milliers d'années dans le futur, nous explorerons la galaxie. Nous aurons des vaisseaux spatiaux pour explorer d'autres étoiles. Nous le ferons. Donc, notre signature deviendra visible, j'en suis sûr, si nous survivons dans le moyen terme. Choisirions-nous de ne pas le faire? Voici ce que j'en pense. Si une civilisation présente ici depuis des millions d'années et 1 million de fois plus avancée que nous existe alors que nous ne sommes là que depuis 250 000 ans, pourquoi révéleraient-ils leur existence? Ils nous voient nous bombarder, polluer l'océan, vider la mer de ses poissons et envoyer des particules dans le ciel. Pourquoi s'intéresseraient-ils à nous? Regardez ces singes primitifs et leurs données, ils sont loin du niveau requis pour rejoindre la civilisation galactique. Le réseau ou autre, c'est vrai. C'est un argument. Oui, il y en a aussi l'argument que la technologie, si avancée, serait difficile à détecter pour nous. Je veux dire, on a tendance à penser, vous savez, quand vous dites « écrit dans le ciel », je suppose que c'est vrai. Je pense à des vaisseaux spatiaux et à des choses comme Star Wars, de grandes sources d'énergie dont on peut voir la signature, mais en fait, peut-être que la civilisation devient simplement une nano-civilisation, une toute petite nano, parce que c'est plus efficace. C'est une meilleure façon de faire les choses, donc c'est possible. Je suppose qu'il y a des sondes spatiales partout qui sont tellement petites et tellement efficaces et qui utilisent si peu d'énergie qu'on ne les voit tout simplement pas. Je suppose que c'est possible. Le fait que nous soyons passés du simple fait de parler des planètes de notre système solaire à confirmer leur existence ailleurs. Nous avons perdu Pluton, mais gagné de nombreuses planètes extrasolaires dont je ne connais pas le nombre exact. Été découverte, plus de 4000, oui, et ce nombre augmente rapidement. Oui. Alors, quelle est l'hypothèse raisonnable maintenant que notre propre galaxie compte des centaines de milliards de planètes? Je veux dire, quel est... Le chiffre. Donc on fait ce calcul et vous, dans la section, vous savez, sommes-nous seuls dans l'univers? Vous pouvez aussi poser d'autres questions philosophiques qui pourraient en vous intriguer. Vous pouvez examiner toutes les couches de biais qui sont inhérentes dans la façon même dont nous cherchons à répondre à ces questions. Parce que même dans votre propre déclaration, vous avez dit « Eh bien, combien de planètes ?» Parce que la vie que vous connaissez et la vie que je connais vivent sur une planète. Mais peut-être que la vie existe aussi sur des lunes, peut-être qu'elle vit dans l'atmosphère, peut-être qu'elle vit dans des nuages de gaz. Donc nous passons en revue tous les biais. Il y a un biais du carbone. Oui, nous sommes une forme de vie basée sur le carbone. Certains de ces biais, je pense, sont tout à fait légitimes. Mais si vous voulez vraiment chercher aussi largement que possible, il faut aussi considérer la zone habitable. On en a tellement parlé et écrit pendant des décennies, depuis les années 1950 et 1960, quand ce concept a été formulé pour la première fois, là où nous savons que la vie a besoin et prospère grâce à l'eau liquide. Donc si vous placez une planète dans un système stellaire, pas trop près, sinon l'eau va s'évaporer. Pas trop loin, sinon l'eau va geler. Il existe donc une zone, une ceinture autour de chaque étoile, où une planète aurait naturellement de l'eau liquide. Et il faut bien sûr des conditions atmosphériques pour la maintenir, mais on ne lutte pas contre la nature. Cela se produirait naturellement. Si les conditions le permettaient. Et puis nous avons appris, attendez une minute, le soleil n'est pas la seule source d'énergie ici. D'accord ?
Jupiter et les contraintes de marée qu'il exerce sur ses lunes environnantes d'étain sont une source d'énergie. Donc une des lunes de Jupiter, Io, est l'endroit le plus volcanique de tout le système solaire, parce que Jupiter lui transmet de l'énergie. Et donc maintenant, nous devons nous demander si la vie a besoin de la chaleur réchauffante d'une étoile ou si elle a simplement besoin d'une source d'énergie. Pourquoi aurait-elle absolument besoin d'une étoile ? Et puis, on apprend que dans chaque modèle du système solaire que nous construisons, ou de n'importe quel système stellaire à sa naissance, la plupart des planètes qui se forment sont sur des orbites instables et finissent par être éjectées dans l'espace interstellaire. Il se pourrait qu'il y ait plus de planètes vagabondes que de planètes liées à leur système stellaire local. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas très prometteur pour la vie. Cependant, la Terre possède encore des sources d'énergie dans son noyau. Oui, c'est comme ça qu'on obtient des volcans et tout ça. Des cheminées hydrothermales au fond des mers qui déversent concrètement des eaux très chaudes au fond des océans. Si vous êtes une forme de vie qui prospère grâce à cela, vous vous fichez complètement d'avoir déjà été en orbite autour d'un soleil. Vous pourriez être au fond d'un lac gelé, avec de la glace en surface, mais en dessous, vous pourriez faire la brasse dans votre jacuzzi chauffé. Donc, penser qu'il faut chercher des planètes uniquement en zone habitable ou boucle d'or pourrait devenir trop restrictif à l'avenir.